Bienvenue à notre dernière révision. C'est la révision du module 8 et je m'appelle Michelle et je serai votre facilitatrice pour cette formation en ligne intitulée Introduction au programme de parrainage privé des réfugiés. Donc, on va faire une petite révision des responsabilités après l'arrivée. Donc, vous pouvez consulter le lien, ce lien qui est ici, pour accéder à la page du site web d'IRCC, pour consulter et lire les exigences après l'arrivée. Et toutes ces informations sont disponibles sur cette page web. Donc, en signant la demande de parrainage, tous les répondants s'engagent à fournir l'aide à l'établissement non financière. Donc, pendant les 12 mois, donc 24 mois pour ceux qui sont parrainés dans le programme PAC. Donc, même si les réfugiés qui sont arrivés sont financièrement autonomes, vous pouvez toujours les fournir l'aide à l'établissement non financier. Il y a aussi le soutien financier qui est basé sur les taux du départ, donc ce qui inclut les coûts de départ, les coûts mensuels, ce qui est fourni séparément pour les personnes à partir de 18 ans et plus. Aucun paiement en espèces, donc le soutien financier, il faut toujours les fournir en méthode traçable. Donc ça veut dire chèque, virement électronique, donc d'une façon, une méthode que vous pouvez tracer si jamais IRCC vous demande de preuves. Donc, il faudra vraiment éviter de donner les paiements en espèces. Il y a aussi les allocations spéciales, le cas échéant. Donc, il faudra aussi leur fournir ce soutien. Et vous pouvez aussi utiliser la calculatrice de soutien financier minimal du programme de parrainage privé. Et voici le lien pour le calculateur en ligne. Donc, la surveillance et assurance, on en a parlé aussi dans ce module. Donc, la surveillance et l'assurance permettent aux répondants de s'assurer que la qualité de l'aide à l'établissement offerte aux réfugiés respecte les exigences du programme. Donc, voici quelques pratiques exemplaires à adopter. Donc, rencontrer les nouveaux arrivants chaque mois, notamment pour passer en revue le budget et s'assurer que les factures sont payées. Et pour aussi vérifier s'ils ont des préoccupations de santé, des problèmes de santé ou s'ils ont besoin de counseling en cas de traumatisme. Il faudra aussi vérifier si peut-être parfois il y a des conseillers en établissement qui peuvent les aider. Donc, soyez sensibles. Dans certaines cultures, la santé mentale est un sujet tabou. Donc, certains répondants utilisent des formulations comme demander à la personne d'obtenir de l'aide pour ce qui l'empêche de dormir la nuit. Vous voyez? Donc, utilisez toujours un interprète et assurez-vous que les nouveaux arrivants ont accès aux services de soutien, à la scolarisation, aux cours de langue et à toute autre ressource dont ils ont besoin. Donc, soyez attentifs à l'épuisement des bénévoles. Vous ne pouvez pas répondre aux besoins des réfugiés si vos bénévoles sont à bout de souffle. Donc, il faut avoir une bonne gestion des bénévoles. Donc, un exemple, ça veut dire ne comptez pas sur une ou deux personnes pour tout faire. Donc, il faudra partager les responsabilités pour les CEP et les groupes constitutifs. Vous pouvez peut-être créer de nouvelles équipes de bénévoles pour chaque nouvelle famille qui est parrainée. Donc, avec au moins un groupe de base de 5 personnes responsables des activités d'établissement. Donc, cela pourrait vous aider avec la gestion des bénévoles. Nous avons abordé ce sujet à plusieurs reprises, donc ça c'est surtout une révision pour plusieurs d'entre vous. Donc, lorsque les réfugiés parrainés arrivent au Canada à titre de résident permanent, ils ont le droit et la liberté de vivre où ils le souhaitent. Mais IRCC s'attend à ce qu'ils restent près de leurs répondants pour bénéficier du soutien. Parfois, il y a des réfugiés qui ne se rendent pas à la destination prévue et choisissent de s'établir ailleurs après leur arrivée au Canada. Donc, ce type de destination s'appelle l'autodestination.
Donc, elle se produit généralement lorsque les réfugiés n'ont pas de relation préexistante avec leurs répondants. Parfois, les réfugiés quittent la communauté de leurs répondants, donc c'est ce qu'on appelle la migration secondaire. Et ça se produit habituellement parce qu'ils souhaitent se rapprocher de leur famille ou de leurs amis ou rejoindre même une communauté particulière ou trouver un logement plus abordable ou de meilleures possibilités d'emploi ou bien même en raison d'un conflit avec leurs répondants. Donc, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés prévoit des exigences de résidence. Donc, le groupe de répondants doit résider dans la même communauté que le réfugié. Donc, ça veut dire que si le réfugié déménage, c'est la responsabilité des répondants et non du réfugié de prendre de nouvelles dispositions si ces exigences ne sont plus respectées. Donc, lorsque les répondants apprennent que les nouveaux arrivants se sont autodestinés ou que la migration secondaire a eu lieu, ils doivent en informer IRCC immédiatement. Donc, jusqu'à ce qu'IRCC confirme une rupture, les répondants doivent continuer à fournir un soutien financier et un soutien d'établissement dans la nouvelle communauté. Donc, vous allez voir que les coûts du parrainage doivent être recalculés et pourraient être plus élevés. Donc, les répondants doivent faire des efforts raisonnables pour remplir leurs obligations et ils peuvent le faire en désignant des répondants de remplacement dans la nouvelle communauté d'établissement ou bien même en nommant des représentants dans le nouveau lieu de résidence du réfugié. Donc, il faudra noter que toutefois que les répondants d'origine restent légalement responsables de s'assurer que les besoins des nouveaux arrivants sont comblés. Donc, pendant les 3 premières semaines, assurez-vous de consulter et de lire le nouveau document sur les exigences après l'arrivée. Donc, il va vous aider à comprendre comment gérer vos responsabilités à titre de répondant. Et les premières semaines peuvent être très éprouvantes pour les nouveaux arrivants. Donc, certaines démarches doivent être effectuées le plus tôt possible. Surtout pour le numéro d'assurance sociale, après 1 jour ou 2 de repos, vous devrez les aider à au moins à faire une demande de numéro d'assurance sociale. Donc, parfois, vous pouvez avoir ça au kiosque de l'aéroport, au point d'entrée, même si disponible. Vérifiez que le programme fédéral de santé intérimaire a bien été activé et que la carte de résident permanent aussi, il faudra vérifier que l'adresse canadienne a été fournie. Donc, vous devrez peut-être le faire en ligne. Il ne faudra pas attendre trop longtemps, surtout pas après 6 mois. Parce qu'après 6 mois, donc, il va falloir qu'ils payent pour la carte eux-mêmes. Consultez un médecin et un dentiste le plus tôt possible. Il faudra faire une demande d'assurance santé provinciale et expliquer le soutien financier et le budget. Il faudra aussi ouvrir les comptes bancaires et effectuer une séance d'orientation pour qu'ils puissent au moins apprendre et avoir plus d'informations sur leurs droits, sur les lois, sur les responsabilités, comment et où faire l'épicerie et aussi comment utiliser le transport en commun. Et voici le site web que vous pouvez utiliser si jamais vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Les organismes d'établissement peuvent souvent fournir ou bien même recommander des services d'interprétation. Donc, au minimum, des interprètes devraient être utilisés lors de l'orientation, lorsqu'ils parlent du budget, des finances, des placements dans la communauté, ou bien des discussions sur les droits et les responsabilités, sur la signature des documents juridiques et aussi sur n'importe quel formulaire ou document nécessaire à remplir. À l'arrivée des réfugiés, il est très important qu'ils aient accès aux services d'établissement pour les aider à s'adapter à la vie au Canada.
donc surtout pour la formation linguistique, le logement, les recherches d'emploi. Les répondants doivent indiquer les organismes d'établissement dans leur plan d'établissement afin que les réfugiés reçoivent l'aide dont ils ont besoin dès leur arrivée. Donc, vous pouvez trouver les services d'établissement près de chez vous en visitant le site web d'IRCC pour les nouveaux arrivants. Donc, il faudra garder à l'esprit que chaque organisme d'établissement offre des programmes selon son financement. Donc, peut donc y avoir des services supplémentaires qui ne sont pas mentionnés ici. Donc, sur les évaluations et la formation linguistique, un CEP expérimenté a constaté que les nouveaux arrivants ayant des compétences linguistiques limitées peuvent obtenir de meilleurs résultats aux évaluations s'ils les passent après le premier mois. Donc, durant cette période, les conversations informelles aident à renforcer la confiance et faciliter l'apprentissage. Donc, les nouveaux arrivants peuvent aussi avoir besoin de temps pour se remettre d'un traumatisme et il est donc important de tenir compte des besoins particuliers de chaque membre de la famille. De nombreux organismes offrent des cours d'anglais langue seconde, donc ALS, et de français langue seconde ou encore des programmes CLIC, donc des programmes cours de langue pour les immigrants au Canada. Et ces programmes aident les nouveaux arrivants à améliorer leurs compétences linguistiques pour s'intégrer ou bien même pour trouver un emploi ou participer à la vie communautaire. Mais ils peuvent également offrir du counseling en emploi. Donc, il y a certains organismes qui ont même des programmes de jumelage emploi. Il est important de chercher aussi des organismes qui offrent des évaluations des titres de compétences. Donc, cela permet au moins de vérifier si les diplômes ou l'expérience professionnelle du nouveau arrivant sont reconnus au Canada. Donc, de nombreux organismes proposent des programmes pour enfants et des programmes pour les jeunes afin d'aider les personnes à charge de bien s'intégrer. Certains offrent également de la formation professionnelle, donc comme l'utilisation de programmes informatiques de base tels que Outlook, Excel et Word. Et les organismes d'établissement peuvent aussi aider à trouver un logement abordable et aussi à tisser des liens communautaires. Donc, les réfugiés parrainés peuvent rencontrer des nouveaux arrivants grâce à des activités comme les cercles d'amitié pour les nouveaux parents, par exemple. La préparation de la fin du parrainage commence dès le début de l'année d'établissement. Donc, les répondants devraient discuter de la date de fin du soutien et élaborer un plan pour aider les réfugiés à devenir autonomes. Donc, les répondants devraient également évaluer les progrès réalisés par l'autonomie. Donc, certains indicateurs d'autonomie comprennent la capacité d'accomplir des tâches quotidiennes, donc notamment payer le loyer, les factures, gérer le budget, se déplacer en transport local et aussi accéder aux services communautaires, donc aux services de la communauté, ainsi que l'emploi ou le travail autonome et la capacité de couvrir les frais de subsistance avec ses propres revenus. Donc, assurez-vous d'avoir un plan de transition en place. Donc, il faudra communiquer le plus tôt possible et aussi régulièrement. Donc, discuter des objectifs avec les nouveaux arrivants dès le début. Encouragez-les à s'entourer d'un réseau de soutien au-delà de leurs répondants. Discuter des emplois de survie par rapport aux emplois de rêve, de l'importance de la formation linguistique et même de la possibilité de démarrer leur propre entreprise. Donc, gérer les attentes de nouveaux arrivants et de leurs répondants et expliquer aussi la date de fin du soutien financier. Donc, discuter de la date de fin du soutien financier parce qu'il est très important que tout le monde connaisse la date à laquelle le soutien financier prendra fin.
Donc, expliquer comment accéder aux services sociaux, aux banques alimentaires et aussi aux meubles. Donc, si les nouveaux arrivants ne sont pas autonomes à la fin du parrainage, ils ont le droit de demander l'aide sociale provinciale et aussi un logement subventionné, des cours d'ALS supplémentaires, du soutien à la formation professionnelle et aussi des activités communautaires. Et enfin, il ne faut pas oublier de célébrer les succès. Donc, célébrer aussi les réussites. Même les petits pas vers l'autonomie méritent d'être soulignés et peuvent être aussi très, très, très motivants. Les répondants peuvent s'attendre qu'à un moment donné durant l'année l'établissement ou bien peut-être après, que les réfugiés arrivés les approchent pour qu'ils parrainent des membres de leur famille. Donc peut-être vont dire, pouvez-vous aussi parrainer ma tante et mon oncle pour venir au Canada. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet d'écho. Donc réfléchissez ensemble en groupe à savoir si vous pouvez accepter d'aider à parrainer leurs proches. Donc cependant, vous n'êtes pas obligé de redevenir répondant. Le groupe peut plutôt simplement accepter d'aider les nouveaux arrivants à former leur propre groupe de 5 ou bien même à les orienter vers la formation de PPR, donc formation de programme de parrainage privé des réfugiés. Donc, une fois la période d'établissement terminée, il est également recommandé que les répondants et les personnes parrainées se réunissent pour évaluer l'expérience de parrainage. Donc, il faudra vous poser diverses questions comme par exemple, que pourriez-vous faire différemment la prochaine fois? Assurez-vous aussi d'inclure les commentaires des nouveaux arrivants. Vous allez être surpris de ce qu'ils vous diront. Donc, par exemple, dans cette image, vous pouvez voir que le réfugié dit, j'aurais aimé que tu comprennes dès le début que j'avais simplement besoin d'orientation. Je suis capable de faire beaucoup de choses moi-même. Donc, demandez aussi s'il reste des choses à faire. Avez-vous compilé et conservé tous vos documents justificatifs dans un endroit sécurisé, un cas d'examen de dossier par IRCC? Réfléchissez à ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc, laissez suffisamment de temps pour que tout le monde puisse répondre à ces questions. Considérez également ce que vous avez appris tout au long de l'expérience et partagez aussi votre moment ou bien une partie préférée de l'expérience de parrainage. Donc, discutez aussi de la façon dont la relation entre les nouveaux arrivants et les répondants a évolué. Je m'excuse. Donc ça, c'est à peu près tout pour notre révision d'aujourd'hui, révision du module 8. J'aimerais vous rappeler qu'il faudra tenter l'examen final à n'importe quel moment durant cette semaine jusqu'au 31 mars 2026. Donc, il faudra la compléter jusqu'au plus tard le 31 mars 2026. Donc, ça, c'est la date limite de soumission et c'est au plus tard à 23h59 heure de l'Est. Il y aura environ, je m'excuse, c'est 40 questions cette fois-ci et non 50. Donc, il y aura environ 40 questions et principalement des questions vraies ou faux et à choix multiples, mais aussi des questions à glisser, déposer et à compléter. Donc, attention, n'utilisez pas d'appareil mobile pour tenter l'examen final. Nous recommandons vraiment d'utiliser l'ordinateur. Et si jamais vous avez besoin de faire une demande de prolongation, il faudra envoyer par courriel à etraining@rstp.ca ou bien eformation@rstp.ca au plus tard à midi ce vendredi, dont je vérifie la date ici, ce vendredi le 27 mars. Donc au plus tard ce vendredi le 27 mars, si vous voulez faire une demande de prolongation, il faudra envoyer ça par courriel au plus tard ce vendredi le 27 mars à eformation@rstp.ca au plus tard à midi heure de l'Est.
Donc, vous aurez besoin d'un minimum de 60% pour réussir. Et si vous avez respecté aussi le temps de lecture minimal qui est requis, donc environ 10 heures pour l'ensemble du cours, votre certificat sera automatiquement généré et envoyé par courriel. Vous allez aussi pouvoir le télécharger directement depuis le tableau de bord du cours. Donc, c'est à peu près ça pour aujourd'hui. Si vous avez toujours des questions, vous avez besoin d'aide, voici mon adresse courriel. Comme je disais, si vous avez besoin de faire une demande de prolongation, ce sera aussi le courriel que vous pouvez envoyer ça. Donc, voici mes courriels, voici le numéro. Si vous avez besoin d'être en contact avec moi pendant la semaine, on est disponible du lundi au vendredi entre les heures de 9h et 17h, heure de l'Est. Et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, surtout pour les personnes qui étaient avec nous du début à la fin. Et j'aimerais bien sûr vous rencontrer. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel pour me dire que vous avez participé au cours. Et on peut toujours se rencontrer en ligne, peut-être avoir une réunion virtuelle. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis là, je suis disponible pour vous aider. Et sur ça, je vous envoie une bonne fin de soirée, bonne fin de votre journée.